si je vous raconte cette histoire, peut-être ne me verrez-vous plus jamais de la même façon. Peut-être penserez-vous que je suis une vieille folle, amère, ou même la pire épouse du monde. Mais après 50 ans à traîner un mariage de façade, une farce de bonheur et cette douleur profonde dans la poitrine, j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'ouvrir mon âme et de vous raconter comment la trahison la plus abjecte, celle qui, je pensais, allait me détruire complètement, a fini, paradoxalement, par me libérer et me pousser sur un chemin que je n'aurais jamais, dans mes rêves les plus fous, imaginé suivre. Bonjour, mes chers. Je m'appelle Gisèle Leblanc, mais vous pouvez m'appeler Mamie Gisèle. J'ai 70 ans aujourd'hui, la peau marquée par le temps, mais l'esprit plus vif que jamais. Je suis née et j'ai grandi ici à Annecy, la ville des Alpes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un endroit d'une beauté époustouflante qui a toujours été le décor de ma vie jusqu'à devenir la scène de mon enfer personnel. Pendant exactement 50 ans de ma vie, j'ai été mariée à Jean-Pierre Dubois, mon premier, et je le pensais naïvement, mon unique et éternel amour. Et aujourd'hui, mes amours, je veux partager avec vous l'histoire la plus douloureuse et en même temps incroyablement libératrice de mon existence. Celle que j'ai gardée sous clé, au plus profond de mon cœur, pendant plus d'un demi-siècle de vie. Avant de plonger dans les détails les plus sombres et surprenants, je voulais vous poser une question que j'adore. Où regardez-vous cette vidéo? Laissez vos commentaires ci-dessous. J'adore savoir que ma voix arrive dans tant de coins différents de notre chère France, connectant les âmes et les cœurs. Et si vous le pouvez, s'il vous plaît, laissez ce j'aime béni et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup cette petite vieille ici à continuer de raconter ses histoires, à partager ses expériences, à transformer la douleur en force. Parce que, pour moi, chaque histoire que je raconte, chaque mot que je lâche, est une façon de guérir un petit morceau de mon âme blessée. Aujourd'hui, comme promis, je vais parler d'un sujet très lourd, très douloureux. Je vais vous raconter comment la trahison de mon mari et de ma propre nièce m'a poussée à bout et comment j'ai décidé de tout arrêter, coûte que coûte. Croyez-vous vraiment que la colère, cette émotion dévastatrice, peut vous pousser à faire des choses que vous n'auriez jamais, de toute votre vie, imaginé être capable? Qu'un amour d'un demi-siècle construit brique par brique peut se transformer en une haine viscérale en quelques secondes, réduisant tout en poussière? Laissez en commentaire si vous avez déjà été pris d'une fureur si incontrôlable que vous aviez du mal à vous reconnaître. Car moi, mes amis, je suis devenue une autre personne cette nuit fatidique. Une personne que je ne connaissais pas. C'était un mardi ordinaire, du moins en apparence. Une nuit d'été étouffante ici à Annecy. Jean-Pierre a dit qu'il allait jouer aux cartes avec ses amis du club, comme il le faisait fidèlement chaque semaine. Une routine. Camille, ma nièce, celle que j'ai accueillie comme ma fille, a dit qu'elle allait au cinéma au centre commercial avec des amis. La maison est alors tombée dans un silence profond, presque assourdissant. J'étais confortablement installée dans mon fauteuil préféré du salon, absorbée dans la lecture de mon livre, quand soudain, un étrange pressentiment m'a envahi. Ce n'était pas un pressentiment commun, c'était un frisson dans le dos, une voix insistante dans ma tête me disant d'aller dans la chambre d'amis, qui est isolée au fond de la maison, près de mon cher jardin, une sensation inexplicable. Je me suis levée lentement, le cœur battant déjà plus fort dans ma poitrine, une pointe d'anxiété me serrant. J'ai ouvert la porte de la chambre d'amis, qui était juste entr'ouverte, avec la plus grande délicatesse possible. Et ce que mes yeux embués ont vu à cet instant m'a glacé le sang, m'a complètement paralysée. Là, sur le lit qui ne devait recevoir que des invités, se trouvait Jean-Pierre, mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé 5 décennies de vie, d'intimité et de rêve. Et à côté de lui, nue, il y avait une femme. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était Camille, ma nièce, celle que j'ai élevée, nourrie, éduquée, soignée avec tant d'amour,
comme si elle était le fruit de mes propres entrailles. Mon monde entier s'est effondré en 1000 morceaux, tombant à mes pieds comme un château de cartes. Je ne voyais plus Jean-Pierre, le mari. Je ne voyais plus Camille, la nièce. Je ne voyais que la trahison, l'humiliation, le coup de poignard dans le dos, la déloyauté la plus cruelle. Cet homme, qui a partagé le lit et la vie avec moi pendant 50 ans, et cette jeune fille, que j'appelais ma fille, me poignardait dans le dos avec une froideur que je n'aurais jamais cru possible. Tout mon corps a tremblé de façon incontrôlable. Mes jambes ont flanché et mon cœur s'est emballé, battant fort contre mes côtes comme un tambour de guerre. La colère, mes amis, m'est montée à la tête comme un volcan en éruption, projetant de la lave de douleur et de haine. Si vous êtes choqués, indignés, ou même si vous ressentez ma douleur face à cette révélation brutale, laissez ce « j'aime » maintenant, parce que votre surprise est la validation de ma douleur. Et dites-moi dans les commentaires, quelle a été la plus grande trahison que vous ayez jamais subie dans votre vie? Celle qui vous a marqué à jamais? Je vous garantis, aussi cruelle qu'ait été la vôtre, la mienne n'était que le prologue d'un cauchemar encore plus grand. Vous verrez, dans un élan qui venait de mon âme en miettes, j'ai couru vers la cuisine, mes pieds touchant à peine le sol, mus par une énergie que je ne connaissais pas. J'ai ouvert le tiroir des couverts, mes doigts cherchant désespérément quelque chose. J'ai trouvé. C'était le canif que Jean-Pierre utilisait pour couper les fruits au petit déjeuner, un objet si inoffensif jusqu'alors, mais qui à ce moment-là s'est transformé en une arme, un symbole de ma fureur. La lame, aiguisée et froide, brillait de manière menaçante sous la faible lumière de la cuisine, reflétant mon âme brisée. Je ne pouvais penser qu'à une chose, le faire payer, lui rendre au double la douleur insupportable qu'il me causait. Je suis retourné dans la chambre d'amis, mais pas lourd, mais déterminé. Ils n'étaient pas toujours là, insensibles à mon tourment, à mon plan de vengeance, aux cris de mon âme. J'ai avancé vers Jean-Pierre, le canif fermement brandi dans ma main, prêt à détruire ce qu'il avait de plus précieux, à lui faire ressentir une petite fraction de la douleur que je ressentais. Mais avant que je ne puisse l'atteindre, Camille, avec une agilité que je n'attendais pas d'une si jeune fille, s'est jetée devant, se plaçant entre moi et Jean-Pierre. « Tante Gisèle, non, pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça !» a-t-elle crié, la voix nouée par la terreur, me tenant le bras avec une force surprenante pour ses jeunes 30 ans. Le combat a été bref, mais intense. Sa force m'a surprise. Mes 70 ans n'étaient pas de taille face à sa jeunesse et son désespoir. Nous sommes tombés au sol. Moi luttant contre elle, contre ma propre santé mentale, les larmes coulant abondamment sur mon visage, marqué par la douleur et la trahison. Jean-Pierre, enfin effrayé par la scène, a sauté du lit, se couvrant à la hâte, la panique affichée sur son visage vieillissant. Le canif a glissé de mes mains et est tombé au sol, faisant un bruit métallique qui a résonné dans le silence tendu. J'étais complètement hors de contrôle, au bord d'un précipice, mais elle, pour une raison quelconque, m'a arrêté. Le lendemain, Jean-Pierre m'a demandé pardon à genoux, pleurant comme un enfant repentant, promettant monts et merveilles, jurant que cela avait été une terrible erreur, que cela n'arriverait plus jamais, à aucun moment. Et moi, le cœur en 1000 morceaux, déchiré par la douleur, mais encore avec la petite et fragile espérance de la vieille Gisèle que j'étais autrefois, je l'ai cru. Naïve. J'ai cru qu'il changerait, que ce serait la dernière erreur de sa vie. Je ne savais pas qu'il était un menteur invétéré, un traître né, et que ses promesses ne valaient absolument rien. Il a juré qu'il allait changer. Il jurait, la main sur la poitrine, les yeux embués de fausseté. Mais le mensonge, mes amis, a les jambes courtes, et la vérité finit toujours par éclater. Et quand j'ai découvert qu'il l'avait fait de nouveau, ah, mes amis, la Gisèle d'avant, cette femme naïve et pleine d'espoir, est morte pour de bon cette nuit-là. J'ai pris le canif, et cette fois, personne ne m'arrêterait, personne.
Si vous, comme moi, sentez que la trahison peut être une sentence de mort pour l'amour, et que vous pensez qu'elle va enfin tenir sa promesse, laissez ce « j'aime » maintenant. Parce que la décision d'une femme trahie est une limite que peu osent franchir. Et dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous si vous étiez à nouveau trahi par la même personne, par la même blessure? J'ai décidé qu'il n'y aurait, en aucun cas, une deuxième, troisième ou quatrième chance. Je ferai justice de mes propres mains. 2 semaines se sont écoulées depuis la fausse demande de pardon. Jean-Pierre a dit qu'il allait voyager pour le travail à Paris, une réunion importante, selon lui. J'ai ressenti quelque chose d'étrange à nouveau, une intuition qui m'avait déjà alertée auparavant, mais que j'avais ignorée. Une voix dans ma tête, cette fois plus forte, me disait qu'il mentait. J'ai décidé de vérifier. J'ai appelé son entreprise, et à ma surprise, ou pas tant que ça, ils ont dit qu'il n'y avait aucun voyage prévu, aucune réunion, rien. Je savais. Il mentait encore. La colère, qui était auparavant un volcan en éruption, était maintenant un iceberg, froide, calculatrice, mortelle. J'ai attendu qu'il quitte la maison, avec sa petite valise et son sourire cynique. Je l'ai suivi, en gardant une distance de sécurité. Il n'est pas allé à l'aéroport, ni à la gare routière. Il a conduit jusqu'à un hôtel discret à l'entrée de la ville, un lieu de rendez-vous interdit. Mon cœur, déjà endurci par la douleur, s'est glacé pour de bon. Mais ma détermination était inébranlable. J'ai garé la voiture loin, j'ai attendu. Des heures interminables se sont écoulées. Finalement, il est sorti de l'hôtel, accompagné de la même femme, Camille. Ils riaient, s'embrassaient, s'étreignaient, comme s'ils célébraient mon malheur. À ce moment-là, il n'y avait plus d'amour, plus de pardon, plus une seule goutte d'espoir en mon être. Seulement une détermination glaciale de faire justice de mes propres mains, une fois pour toutes. Je suis rentré chez moi, mes pieds me portant automatiquement, mon corps en mode pilote automatique. J'ai repris le canif. Cette fois, il n'y avait pas de larmes, pas de supplication dans mon âme. J'étais vide d'émotion, juste concentrée sur ce qui devait être fait, comme une chirurgienne doit être concentrée sur son scalpel. Il est arrivé à la maison, souriant. « Mon amour, tu m'as tellement manqué, » a-t-il dit. « Moi aussi, Jean-Pierre. Tu me manques quand tu étais un vrai homme, » ai-je répondu, avec un calme qui m'a effrayé. Il m'a regardé, confus, essayant de comprendre le ton de ma voix. J'ai avancé, sans hésitation, mes yeux fixés sur mon objectif. Il n'a pas eu le temps de réagir, de se défendre, de crier. La coupure a été rapide, nette, précise. Il a crié, un cri de douleur mêlé d'incrédulité et d'horreur. Je n'ai rien ressenti, absolument rien. Juste un froid soulagement, comme un air glacial me remplissant. Camille, qui venait d'entrer à la maison, probablement pour un autre de ses rendez-vous secrets avec mon mari, a vu la scène. Son visage est devenu blanc, livide, en état de choc total. « Tante Gisèle, qu'as-tu fait ?» a-t-elle crié, les yeux écarquillés d'horreur, la voix étranglée par la terreur. Le sang, la scène, le cri, tout s'est mélangé dans un tourbillon d'événements qui ont scellé mon destin. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'elle est allée trop loin, que la vengeance était disproportionnée, ou a-t-il mérité chaque millimètre de ce qui s'est passé pour avoir trahi à nouveau, pour avoir bafoué l'amour et la confiance? Ce fut la décision la plus difficile et en même temps la plus libératrice de ma vie, et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Camille, en état de choc, son corps tremblant de façon incontrôlable, a pris son téléphone portable et a appelé la police, hystérique. Ma tante a coupé le, balbutiait-elle, incapable de formuler les mots, la terreur prenant le dessus sur sa voix. J'ai tout entendu. J'ai entendu la sirène au loin, de plus en plus proche. J'ai réalisé à ce moment-là l'ampleur de ce que j'avais fait. Le sang coulant sur le sol, le cri étouffé de Jean-Pierre, la terreur absolue dans les yeux de Camille. Le choc de la réalité m'a frappé de plein fouet,
mais ne m'a pas paralysée. Je ne pouvais pas rester là, je ne pouvais pas être arrêtée. Sans réfléchir à deux fois, agissant par pur instinct de survie, j'ai pris un petit sac qui était déjà prêt avec un peu d'argent et quelques documents essentiels, et je me suis enfuie par la porte de derrière, celle qui donnait sur le jardin. J'ai couru dans la rue sombre, sans destination, sans réfléchir, suivant juste l'impulsion de m'éloigner. Les jours suivants furent un enfer sur terre. Je me cachais dans des pensions bon marché, dans des villes voisines, changeant d'endroit tous les 2 jours, essayant de ne pas être reconnu, évitant tout contact, tout regard. La peur constante d'être découverte, d'être traquée par la police, me consumait chaque fibre de mon être. Mais, étrangement, l'image de ce que j'avais fait et le souvenir vif de l'horrible trahison de Jean-Pierre et Camille me donnaient une étrange et froide sensation de paix, de justice accomplie. Je mangeais peu, je pouvais à peine dormir, mais je savais que, d'une certaine manière, je m'étais libérée d'un poids d'un demi-siècle, d'une relation toxique. J'étais libre, même en étant en fuite. Mais la fuite, je le savais, ne pouvait pas durer éternellement. J'étais une personne âgée, pas une criminelle professionnelle. Je savais que je devais faire face à la situation, d'une manière ou d'une autre, et que tôt ou tard, je devrais me présenter. Et c'est à ce moment de vulnérabilité maximale, d'incertitude absolue, que le destin, avec son sens de l'humour particulier, m'a réservé une surprise, quelque chose que je n'aurais jamais attendu dans ma vie, un nouveau chapitre qui changerait tout. Si vous comprenez le désespoir d'une femme acculée, qui a fait ce qu'elle a fait par amour et par douleur, et que vous ressentez l'adrénaline de ma fuite, laissez ce « j'aime » maintenant. Et que feriez-vous pour ne pas être arrêté, pour conserver votre liberté après un acte si extrême? Parce que pour moi, la peur était grande, paralysante, mais la volonté de justice, d'avoir fait valoir ma douleur, était infiniment plus grande. J'ai passé des jours et des nuits sans sommeil, repassant chaque détail dans mon esprit. La trahison qui m'a déchirée, mon attitude extrême, la fuite désespérée, l'incertitude du lendemain. Concernant Jean-Pierre, qui était maintenant hospitalisé, probablement entre la vie et la mort, et Camille, dont je ne savais pas si elle était juste une victime innocente de ma crise ou une complice effrontée de l'une des plus grandes farces de ma vie. Je savais qu'un jour la police, avec sa poursuite implacable, me trouverait. Il n'y avait pas d'échappatoire éternel, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, et aussi choquant que cela puisse vous sembler, ce n'était pas seulement de la peur que je ressentais. C'était aussi une sensation étrange, mais puissante, de m'être relevée, d'avoir fait ce qui devait être fait pour faire taire la douleur qui me consumait et m'étouffait depuis des années. Ce que j'ai fait a été, oui, un acte de désespoir, irréfléchi, mais ce fut aussi, d'une manière détournée, un acte de libération. Je suis devenue une femme différente, plus forte, plus décidée, plus autonome cette nuit fatidique. Une femme que je ne connaissais pas, mais dont j'étais fière d'avoir eu le courage de briser les chaînes. Après des jours cachés, errant comme une ombre dans les rues de villes inconnues, la vie n'a pas de répit. Mon esprit, autrefois en tourmente, était maintenant dans un calme effrayant. Je savais, je devais me rendre. Il n'y avait pas d'autre issue. Mais quand j'ai franchi les portes de ce commissariat d'Annecy, je ne savais pas que le destin avait d'autres plans, que ma vie allait à nouveau être bouleversée, mais cette fois, d'une manière totalement inattendue. Là, à l'endroit où j'attendais la fin, j'ai trouvé le début de quelque chose qui allait tout changer. L'homme qui me ferait croire à nouveau à l'amour, même après tout ce que j'avais traversé. Si vous croyez que le destin a des chemins mystérieux et que l'espoir peut fleurir là où on s'y attend le moins, laissez le j'aime maintenant. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà trouvé quelque chose de bon dans un moment de désespoir? Parce que mon histoire est la preuve que la vie peut toujours nous surprendre. Le cœur serré, mais avec une étrange sensation de soulagement, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter la réalité. C'était le 3e jour après l'incident avec Jean-Pierre.
J'avais besoin d'aide, d'orientation, d'une direction. Je suis arrivée au commissariat d'Annecy. La façade, en briques rouges, semblait austère, presque menaçante. J'ai respiré profondément et je suis entrée. L'odeur de café fort et de vieux papier a envahi mes narines. La réceptionniste, une jeune femme sérieuse, m'a demandé ce que je voulais. Ma voix a un peu faibli, mais j'ai réussi à dire que j'avais besoin de parler au commissaire. Elle m'a indiqué une pièce, la dernière du couloir. Chaque pas était une éternité. J'ai ouvert la porte et il était là. Assis derrière un bureau en bois sombre, sous la lumière d'une lampe ancienne, un homme qui semblait sorti d'un film. Ses cheveux, grisonnants aux tempes, donnaient un charme mature à son visage soigné. Ses yeux bleus et pénétrants transmettaient un calme et une intelligence qui m'ont captivé au premier instant. Il portait des lunettes de lecture qu'il a posées sur la table en me voyant. Un sourire doux, presque mélancolique, est apparu sur ses lèvres. « Bonjour, comment puis-je vous aider, madame ?» a-t-il demandé d'une voix grave, mais étonnamment accueillante. C'était l'inspecteur Laurent Duval. Ses quelques 65 ans portaient de la sagesse d'une vie entière dédiée à la justice. À ce moment-là, à l'endroit où j'attendais la fin, le jugement, la punition, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une pointe d'espoir, une attraction inattendue. Était-ce l'amour au premier regard? Peut-être. Mais c'était sûrement l'étincelle d'un nouveau départ, à l'endroit le plus improbable. Croyez-vous à l'amour au premier regard, même après tant d'années, tant de douleurs? Que la vie peut nous offrir un nouveau départ quand on s'y attend le moins? Racontez-moi dans les commentaires cette sensation inhabituelle. Je me suis assise sur la chaise en face de lui, le cœur battant fort. J'ai commencé à raconter mon histoire, depuis la découverte de la trahison, la première tentative d'agression, le faux pardon de Jean-Pierre, la nouvelle trahison et l'acte extrême que j'ai commis. Il écoutait tout avec une attention presque respectueuse, sans m'interrompre, sans juger. Ses yeux me transmettaient de la compréhension. Quand j'ai eu fini, il a soupiré, a enlevé ses lunettes et m'a regardé profondément. « Madame Gisèle, votre histoire est douloureuse mais compréhensible. Vous avez traversé une souffrance indicible. Il ne m'a pas traitée comme une criminelle, mais comme une victime. Et cela, en soi, m'a profondément touchée. Il m'a expliqué les procédures légales, a parlé de la situation de Jean-Pierre à l'hôpital, qui était stable, mais avec de graves séquelles. Il a parlé de Camille, qui avait fait une déposition confuse et effrayée. Les jours qui ont suivi, les visites au commissariat sont devenues plus fréquentes. Il m'appelait pour des éclaircissements, mais les conversations finissaient par s'étirer. Nous parlions de la vie, des pertes, de l'espoir. Il était veuf depuis quelques années. Il ressentait aussi la solitude. Nous partagions des histoires, des rires, des regards. L'inspecteur Laurent était un homme cultivé, sensible, avec un sens de l'humour subtil qui me faisait sourire. Chaque jour, je sentais un lien invisible mais puissant se former entre nous. Il me donnait des conseils, non seulement juridiques, mais de vie. Il m'encourageait à chercher un soutien psychologique, à ne pas me culpabiliser. Il voyait en moi quelque chose au-delà de l'acte extrême. Il voyait la femme blessée, l'épouse trahie, l'âme en quête de paix. L'attraction était mutuelle, palpable, une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Un homme intègre qui était sur le point de prendre sa retraite et qui me faisait me sentir vivante à nouveau. C'était comme si, au milieu du chaos, un rayon de soleil était apparu dans ma vie. Est-ce que l'amour, le vrai amour, peut surgir dans les moments les plus inattendus de la vie, comme dans un commissariat, au milieu d'un scandale? Que le passé, aussi douloureux soit-il, peut être un tremplin pour un avenir meilleur, pour un bonheur qui semblait impossible? Pensez avec moi. Auriez-vous le courage de vous ouvrir à un nouvel amour dans une situation si compliquée?
Laissez vos avis dans les commentaires. Si vous soutenez cette romance improbable, cette nouvelle chance pour Madame Gisèle, laissez ce « j'aime » maintenant. Et partagez pour ceux qui ont besoin d'une dose d'espoir, pour ceux qui pensent que la vie n'a plus de surprise. Vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Pendant que ma relation avec l'inspecteur Laurent s'épanouissait, la vie continuait de tisser ses fils. Un jour, lors d'une de mes visites au commissariat, l'inspecteur Laurent m'a appelé en privé. Son visage était plus sérieux que d'habitude. « Madame Gisèle, j'ai une information délicate pour vous », a-t-il commencé d'une voix douce. « Camille est revenue ici plus tôt aujourd'hui. Elle a fait une prise de sang. C'est positif. Elle est enceinte. » Mon monde s'est arrêté une seconde. Enceinte? Camille? Le fils de Jean-Pierre. Un choc électrique a parcouru mon corps. Mon ex-mari, l'homme que j'avais, qui était à l'hôpital, et ma nièce, enceinte. Le coup de poignard dans le dos, que je pensais cicatriser par mon acte de justice, s'est rouvert, encore plus profond, plus douloureux. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un lien biologique, une preuve vivante et latente de la déloyauté qui se perpétuerait. L'indignation m'a consumée. Comment Camille a-t-elle pu me faire ça? Encore une fois? Elle savait ce que Jean-Pierre avait fait. Elle m'a empêché d'agir la première fois. Et maintenant, elle portait son enfant. Celui qu'elle appelait oncle, que j'appelais Marie. Une douleur différente, plus amère, s'est installée dans ma poitrine. C'était la douleur de la déception envers celle que j'aimais comme une fille. Une trahison d'une dimension que je n'aurais jamais imaginée. Et le pire, un bébé innocent, au milieu de tout ce tourment. Si vous pensez que c'est une trahison encore plus grande, un affront sans mesure à la mémoire du mariage de Gisèle, laissez ce « j'aime ». Et dites-moi dans les commentaires jusqu'où va la malice humaine, le mépris des sentiments d'autrui. J'ai senti un nœud dans la gorge. Ce n'était plus la Camille que je connaissais. C'était quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé. La nouvelle de la grossesse de Camille avait à peine été digérée qu'une autre bombe est tombée sur ma tête. La secrétaire de l'inspecteur Laurent, la voix étranglée, m'a informé. « Madame Gisèle, Monsieur Jean-Pierre, il est décédé cette nuit à l'hôpital. Jean-Pierre avait succombé aux complications de son opération ou peut-être aux conséquences d'une vie de mauvais choix. Un mélange d'émotions m'a envahi. Un soulagement pour la liberté que sa mort m'apportait, mais aussi une pointe de tristesse pour la fin d'une vie, aussi tortueuse qu'elle ait été. Après tout, Nkombo, nous avons passé 50 ans ensemble. C'était la fin d'un chapitre douloureux, la clôture d'un cycle. La mort de Jean-Pierre, aussi tragique fut-elle, consolidait ma liberté pour la nouvelle romance, pour la nouvelle vie qui s'ouvrait à moi. Le chemin était libre. Mais la nouvelle s'accompagnait d'une complication. Camille, maintenant enceinte du défunt, devenait la gardienne d'un futur qui lierait à jamais mon passé douloureux à mon présent. Elle, ma nièce, qui était devenue sa maîtresse, était maintenant la mère de l'héritier de mon ex-mari. La vie, en effet, avait un sens de l'humour particulier. Je me sentais comme un bateau qui se détachait enfin d'une ancre lourde, mais qui voyait encore, au loin, l'ombre d'un naufrage passé approché. La mort de Jean-Pierre était le certificat de ma nouvelle vie. Mais la grossesse de Camille était le sceau qui confirmait que je ne serais jamais complètement libre de mon passé. Du moins, pas de la manière dont je l'espérais. Si vous croyez que la vie prend des tournures inattendues et que la mort peut être un nouveau départ, laissez ce « j'aime » et racontez-moi. Comment réagiriez-vous à la mort de quelqu'un qui vous a fait tant de mal, mais qui a marqué votre vie pendant si longtemps? Avec Jean-Pierre hors jeu, l'atmosphère entre l'inspecteur Laurent et moi a changé. L'urgence des éclaircissements a diminué, mais nos conversations se sont approfondies. Nous n'étions plus seulement l'inspecteur et la témoin, nous étions Gisèle et Laurent. Nous sortions prendre un café, nous nous promenions dans les jardins du palais de l'Isle à Annecy. Nous parlions pendant des heures au téléphone. Il m'écoutait, sans jugement, me réconfortait, me faisait rire.
Laurent était un port sûr, un baume pour mon âme blessée. Il me montrait un amour mature, respectueux, une tendresse authentique que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Ses gestes, son regard, la façon dont il tenait ma main, tout me disait qu'il était l'homme qu'il me fallait. La tristesse de la mort de Jean-Pierre se mêlait à une joie contenue pour la nouvelle vie qui s'ouvrait. Laurent m'a présenté à ses enfants, déjà adultes et indépendants, qui m'ont accueilli avec beaucoup d'affection. Je me sentais à nouveau en famille, d'une manière pure, sans trahison, sans mensonge. L'amour n'a pas d'âge, et le bonheur n'a pas de date de péremption. Je vivais un second printemps, une floraison tardive mais intense. La vie, qui semblait m'avoir tout pris, me le rendait au double, avec des intérêts et même plus. J'étais prête à aimer et à être aimée de nouveau, pour de vrai, sans secret ni déception. Et Laurent était la personnification de cette nouvelle chance. Les mois qui ont suivi ont été ceux de la guérison et d'un amour qui fleurissait comme les orchidées dans mon jardin. Je me suis formellement divorcée de Jean-Pierre, un acte symbolique car il n'était plus là. Mais c'était important pour moi. J'étais libre. Libre pour moi-même, libre pour l'amour. Laurent et moi avons décidé que nous ne voulions pas attendre. La vie nous a appris que le temps est précieux. Lui, près de la retraite, et moi, à 70 ans, savions que chaque instant était de l'or. Il m'a demandé en mariage, d'une manière simple mais pleine de sens, dans notre café préféré, l'odeur de la tarte aux pommes fraîchement cuite flottant dans l'air. Et j'ai dit oui. Oui à la vie, oui au bonheur, oui à l'amour véritable. Mais la vie, mes amis, est une boîte à surprises. Et l'histoire de Camille et de mon passé réservait encore des rebondissements qui me feraient remettre en question les limites de ma propre résilience. Préparez-vous, car mon nouveau mariage ne serait que le début d'un nouveau chapitre plein d'émotions, et, pour certains, de plus d'indignation. J'étais prête à tout ce qui viendrait. Et vous, êtes-vous prêts? Mon nouveau mariage avec l'inspecteur Laurent. Ah, ce jour-là fut un tournant. Vous avez vu comment l'amour peut fleurir là où on s'y attend le moins, et comment la vie peut nous offrir une seconde chance. Mais ne vous y trompez pas. Le bonheur absolu est rare, et mon passé, marqué par le sang et la trahison, continuait de me hanter. La justice, vous le savez, a ses propres chemins, et la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là planait encore. Et Camille, et son enfant. Cet enfant qui serait à jamais un lien avec ma plus grande douleur. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant est la preuve que même l'amour le plus pur ne peut effacer complètement les traces d'un passé sombre. Si vous êtes impatient de voir comment cette histoire se déroule, de savoir si la justice a vraiment été rendue et comment j'ai géré la présence de ma nièce et du bébé, laissez ce j'aime maintenant. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que le passé peut être totalement surmonté ou laisse-t-il toujours des traces? Votre opinion est très importante pour moi. Les mois qui ont suivi la mort de Jean-Pierre et la nouvelle de la grossesse de Camille ont été une montagne russe d'émotions. La douleur de la trahison était encore une blessure ouverte, mais l'amour de Laurent était un baume qui me guérissait peu à peu. Il m'a montré un type d'affection et de respect dont je n'avais, sincèrement, jamais soupçonné l'existence. Nos conversations sont devenues plus profondes, nos mains se rencontraient de plus fréquemment et les regards en disaient bien plus que les mots. Il m'a fait rencontrer sa famille, des enfants et petits-enfants adultes qui m'ont accueilli avec une tendresse qui m'a émue. Je me sentais faire partie de quelque chose de nouveau, de bon, de vrai. La solitude, qui pendant tant d'années avait été ma compagne silencieuse, se dissipait en sa présence. Nous nous promenions dans les parcs d'Annecy, mangions des glaces dans le centre historique, et il me racontait ses affaires les plus marquantes au commissariat, toujours avec une passion pour la justice qui m'admirait. C'est un après-midi pluvieux d'automne, alors que nous prenions le café dans mon salon, l'odeur de la tarte aux pommes fraîchement préparée flottant dans l'air, qu'il m'a surprise. Il a sorti une petite boîte en velours de sa poche et l'a ouverte.
une bague simple, mais très élégante, avec un petit saphir bleu, la couleur de ses yeux. « Gisèle, vous êtes la femme la plus forte et la plus incroyable que j'ai jamais connue. La vie nous a unis d'une manière inattendue, mais je crois que c'était le destin. Acceptez-vous de m'épouser? Acceptez-vous d'être ma femme, ma compagne, jusqu'au dernier de nos jours? » Mes yeux se sont remplis de larmes, des larmes de joie, de soulagement, d'un espoir renouvelé. J'ai dit oui, sans hésitation. Un oui à la vie, au bonheur, à un nouveau départ. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime dans le jardin de ma maison, désormais restauré et rempli de nouveaux souvenirs. Seuls les enfants de Laurent et quelques amis très proches ont été témoins de notre union. Je portais une robe simple, bleu clair, la couleur de la paix. Laurent, dans son costume impeccable, avait un sourire qui irradiait la sérénité. Ce jour-là, le 15 mai 2026, fut le jour où Gisèle Leblanc a ressuscité de ses cendres. Son baiser, doux et ferme, a scellé la promesse d'un amour qui fleurissait dans la maturité, un amour construit sur la vérité et la complicité. La vie, qui semblait m'avoir tout pris, me le rendait au double, avec des intérêts et même plus. J'étais prête à aimer et à être aimée de nouveau, pour de vrai, sans secret ni déception. Laurent était la personnification de cette nouvelle chance, mon port d'attache, mon soleil après la tempête. Pensez-vous que le vrai bonheur réside dans le fait de se pardonner et d'avoir le courage d'aller de l'avant, même quand tout semble perdu? Que la paix intérieure peut être atteinte même après de grandes tempêtes? Racontez-moi dans les commentaires votre parcours de dépassement et comment vous avez trouvé le bonheur. Pendant que mon cœur se remplissait d'un nouvel amour, les bras de la justice, vous savez, ne dorment pas. L'affaire Jean-Pierre était toujours ouverte. Avec sa mort, la situation juridique s'est compliquée. L'inspecteur Laurent, avec son éthique inébranlable, ne pouvait pas agir directement dans mon dossier, mais il m'a indiqué l'un des meilleurs avocats pénalistes d'Annecy, maître Olivier Dubois. J'ai fait ma déposition en détail, sans rien omettre. J'ai raconté la trahison, la colère, la première fois que Camille m'avait empêché, la récidive de Jean-Pierre et l'acte final. Maître Dubois a expliqué qu'avec le décès de la victime, l'action pénale pour coups et blessures graves, qui aurait pu être l'accusation, serait éteinte. Cependant, le parquet pouvait toujours me poursuivre pour quelque chose comme outrage à cadavre ou dissimulation de corps, du fait que j'avais fui et qu'il était resté là, ou même tenter de requalifier en homicide si la cause du décès était directement liée à l'agression et non à des complications ou à un problème de santé préexistant. Ce fut une période de grande tension. La famille de Jean-Pierre, toujours distante, s'est manifestée, mais faiblement, plus intéressée par l'héritage que par la justice. Le rapport d'autopsie de Jean-Pierre a été fondamental. Il indiquait que, bien que la blessure fût grave, la cause principale du décès était un arrêt cardiaque fulminant, possiblement aggravé par le stress et l'âge avancé, mais non directement causé par l'agression elle-même. Une chance au milieu de mon malheur. Ou peut-être la justice divine à l'œuvre. De plus, la déposition de Camille, bien que confuse au début, a révélé l'historique des trahisons de Jean-Pierre, ce qui a corroboré ma version des faits. Elle a elle-même avoué sa relation avec lui. Le procureur, face aux preuves et à la complexité de l'affaire, une femme âgée, doublement trahie, agissant sous forte émotion, et avec la victime déjà décédée d'une autre cause, a opté pour une solution plus clémente. Il n'y aurait pas de poursuite criminelle pour homicide. L'affaire serait classée sans suite, compte tenu du contexte émotionnel extrême et de l'extinction de la punissabilité par la mort de Jean-Pierre. J'étais libre. Libre des chaînes d'un mariage malheureux et libre des barreaux d'une prison. Une victoire douce amère, mais une victoire. La justice, pour moi, s'était faite d'une manière inattendue. Recevoir la nouvelle du classement sans suite de l'affaire, assise à côté de Laurent au commissariat, fut comme enlever un poids de tonnes de mes épaules. Je pouvais enfin respirer soulagé pour de bon. C'était la fin d'un cauchemar juridique,
et le début d'une nouvelle vie sans ombre. Croyez-vous que la justice, parfois, a ses propres chemins, pas toujours clairs, mais qu'à la fin elle trouve un moyen d'apporter la paix? Que même au milieu de la tragédie, il peut y avoir une issue qui nous libère? Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que justice a été faite dans mon cas ou aurais-je dû payer pour cet acte? Si vous ressentez le soulagement de ma liberté et la complexité de cette situation, laissez ce « j'aime » et partagez pour ceux qui ont besoin de comprendre que la vie peut nous surprendre avec des dénouements inattendus et que tout n'est pas noir ou blanc en matière de loi et d'amour. Malgré ma paix retrouvée et mon mariage avec Laurent, la vie avait encore une pièce maîtresse pour maintenir mon passé intrication dans mon présent, la grossesse de Camille. Chaque jour qui passait, son ventre s'arrondissait et avec lui, la matérialisation de ma douleur, de la trahison qui m'avait déchirée. C'était ma nièce, oui, mais elle était maintenant la mère de l'enfant de l'homme qui m'avait trahi, de mon ex-mari. Cet enfant, qui serait innocent dans tout cela, serait un lien vivant avec le côté le plus sombre de mon histoire. La relation avec Camille, évidemment, est devenue un champ de mine. Après ce jour fatidique, elle a disparu pendant un certain temps, effrayée. Puis, elle a réapparu, mais avec une attitude complètement différente. Il y avait en elle un mélange de honte, de culpabilité et, à mon grand étonnement, une certaine arrogance de porter l'héritier. Nous avons essayé de parler quelquefois, par l'intermédiaire d'autres membres de la famille, mais c'était impossible. Les mots étaient des épines. Je l'ai confrontée sur son manque de respect, la double trahison, l'audace de coucher avec le mari de la tante qui l'avait accueillie. Elle a essayé de se justifier. Tante Gisèle, j'étais confuse, il m'a promis des choses, il m'a trompée. Mais je savais que ce n'était pas seulement une erreur. Il y avait du désir, il y avait de la malice. Je ne pouvais plus la regarder sans revoir le visage de Jean-Pierre, la scène de la trahison, le couteau dans ma poitrine, et maintenant ce bébé. Une nouvelle vie, oui, mais un rappel constant de ce cauchemar. Laurent, avec sa sagesse et sa patience, essayait de me calmer. « Gisèle, le bébé n'a aucune faute. Vous devez vous concentrer sur votre vie, sur notre amour. » Il avait raison, bien sûr, mais c'était difficile. L'idée que cet enfant, qui portait le sang de Jean-Pierre et de Camille, serait au monde, me donnait une sensation complexe. Ce n'était pas de la haine pour le bébé, jamais. C'était le souvenir vivant de la trahison qu'il représentait. Je me suis éloignée de Camille. Pas totalement, car c'était ma famille, mais j'ai maintenu une distance de sécurité. Je ne pouvais pas effacer l'image de la trahison, et la voir, avec son ventre qui grossissait, c'était comme tout revivre. C'était un lien que le destin s'acharnait à maintenir, même après tout ce que j'avais surmonté. Je comprenais que sa vie continuerait, mais ma participation serait minimale. Mon objectif était Laurent et la paix qu'il m'avait apportée. Mais, je l'avoue, le fantôme de la trahison, maintenant matérialisé, me chuchotait encore à l'oreille. Si vous pouvez ressentir la complexité et la douleur de cette situation, d'avoir un morceau de votre trahison vivant et grandissant sous vos yeux, laissez ce « j'aime », parce que toutes les fins ne sont pas des recommencements absolus. Et racontez-moi, comment géreriez-vous la présence d'un rappel aussi douloureux du passé? La vie de mariée avec Laurent était un rêve que je n'aurais jamais cru pouvoir avoir. Me réveiller à ses côtés, préparer le petit déjeuner ensemble, me promener main dans le jardin que j'aime tant. Il m'a appris que l'amour mature a une profondeur et une complicité que seul le temps peut apporter. Nous parlions de tout, des petites choses du quotidien aux grands dilemmes de la vie. Il m'encourageait à redécouvrir mes passe-temps, à peindre, à lire davantage, à prendre soin de mon jardin avec encore plus d'affection. Sa présence m'apportait une tranquillité que je n'avais jamais connue dans mon mariage précédent. Il était mon confident, mon ami, mon amant. Un roc au milieu de la mer déchaînée qu'avait été ma vie. Nous sortions dîner, visitions les villes historiques de l'intérieur, et il me montrait un nouveau monde de possibilités. À 70 ans,
je me sentais plus vivante, plus femme, plus complète qu'à n'importe quelle autre période de ma vie. Nos journées étaient remplies de rires, de longues conversations sur la véranda à observer le coucher de soleil sur les montagnes d'Annecy. Il a pris sa retraite, ce qui nous a donné encore plus de temps pour profiter de la compagnie l'un de l'autre. Laurent était le gentleman que Jean-Pierre n'avait jamais été, l'écoute attentive, le partenaire qui me valorisait et me faisait me sentir spéciale à chaque instant. Je me sentais aimée, choyée, protégée. Et, avec lui, j'ai appris à laisser le passé à sa place. Une cicatrice, oui, mais plus une plaie ouverte. Ma maison, autrefois théâtre d'un drame, était maintenant un foyer rempli de paix et d'amour, un refuge pour nous deux. Les fumées du passé, les larmes de la trahison, tout cela a été remplacé par la légèreté du bonheur aux côtés de l'homme que le destin, de manière si inattendue, a mis sur mon chemin. Si vous êtes ému par cette nouvelle phase de la vie de Madame Gisèle, par cette preuve que l'amour peut vraiment guérir, laissez ce j'aime. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que le bonheur absolu est possible même après de grands traumatismes? Mais tout n'était pas rose dans mon nouveau jardin. La nouvelle de mon mariage avec un inspecteur et la façon dont l'affaire Jean-Pierre avait été résolue a créé des remous dans la famille. Certains cousins et tantes plus éloignés, qui ne s'étaient jamais souciés de Jean-Pierre de son vivant, questionnaient maintenant la moralité de la situation. Comment Gisèle peut-elle se marier si vite? Cet inspecteur a dû la couvrir. Elle ne devrait pas être en deuil. Les commentaires malveillants me parvenaient par des tiers, mais j'étais blindée par la paix que Laurent me procurait. Lui, avec sa sérénité, m'enseignait à les ignorer. Gisèle, les gens parleront toujours. L'important, c'est ce que nous ressentons et ce que nous vivons. Camille, quant à elle, tentait de temps en temps un rapprochement, peut-être par intérêt pour l'héritage de Jean-Pierre, qui serait partagé entre elles par son enfant, et les héritiers de Jean-Pierre, s'il y en avait d'autres, en plus de moi, bien que j'ai renoncé à tout ce qui me liait à lui. Je maintenais la distance. J'ai offert de l'aide pour le bébé, oui, mais la relation entre nous était irrémédiablement brisée. Elle essayait de se victimiser, disant qu'elle avait aussi été utilisée par Jean-Pierre, mais je savais la vérité. Elle a eu la chance de l'empêcher la première fois, et elle a couché avec mon mari. Sa famille, honteuse de la situation, l'a éloignée. Je ne lui souhaitais aucun mal, ni au bébé, mais je ne pouvais plus avoir Camille dans ma vie comme avant. C'était une cicatrice que j'ai choisi de ne pas toucher. La vie, avec ses complexités, enseignait que tous les liens du sang ne sont pas éternels, et que certains choix, aussi douloureux soient-ils, sont nécessaires pour protéger notre propre équilibre mental. Mon mariage avec Laurent fut la preuve que la vie peut toujours nous surprendre. Moi, qui ai vécu un enfer pendant des décennies, j'ai trouvé le paradis là où je m'y attendais le moins. La justice, pour moi, est venue d'une manière singulière, me libérant de chaînes légales et émotionnelles. Et la présence de Camille et du bébé, un rappel constant d'un passé qui ne s'efface pas, mais qui, avec le temps, ne devient qu'une partie de mon long et complexe voyage. La vie continue, et moi, Gisèle Leblanc, je vais de l'avant, main dans la main avec Laurent, prête pour les nouveaux défis et les nouvelles joies que le destin nous réserve. Je suis heureuse, oui, et pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. Croyez-moi, la vie peut être surprenante. Et le prochain bloc? Ah, le prochain bloc est mon message final, ma leçon de vie pour vous. Préparez-vous. Vous avez vu comment la vie m'a donné une seconde chance, un nouvel amour et une paix que je n'aurais jamais imaginée. Mais et Camille? Et le bébé, fruit de tant de douleurs? Comment ai-je reconstruit ma vie après tout? Et comment mon histoire est devenue un phare pour tant d'autres femmes? Préparez-vous, car ce que je vais partager maintenant est ma plus grande leçon, mon message final pour toutes les personnes qui, comme moi, ont cherché la lumière au milieu des ténèbres. Mon parcours, mes amis, est loin de n'être qu'un canif et une trahison. C'est la force d'une femme qui a refusé d'être une victime. C'est l'espoir.
Si vous voulez savoir comment une femme se reconstruit après avoir été trahie par son propre sang et par l'amour de sa vie, et comment son histoire peut inspirer le changement, laissez ce « j'aime » maintenant et partagez pour que ce message atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Les femmes qui souffrent en silence, les cœurs brisés, ceux qui cherchent un nouveau départ. Votre action peut sauver une vie. Ma vie aux côtés de Laurent est devenue un refuge de paix. Me réveiller chaque jour et voir son sourire, sentir sa main dans la mienne, était un privilège que je n'avais jamais imaginé avoir. Notre routine était simple, mais pleine de sens. Moi qui pendant tant d'années avais vécu dans l'ombre d'un mariage malheureux, je fleurissais maintenant. Nous avons recommencé à cultiver le jardin de ma maison avec encore plus d'attention, et lui, fraîchement retraité du commissariat, consacrait son temps à moi et à ses petits-enfants qui venaient souvent lui rendre visite. J'ai appris à cuisiner de nouveaux plats pour lui. Il m'a encouragé à prendre des cours de peinture à l'huile. Un vieux rêve que j'avais mis de côté. Les fantômes du passé, bien que pas complètement effacés, sont devenus plus lointains, plus éthérés. La présence de Laurent était un bouclier contre la mélancolie. Je me sentais en sécurité, aimée et valorisée. Il ne me voyait pas comme la femme qui avait commis un acte extrême, mais comme Gisèle, la femme d'une force inébranlable qui avait résisté à tant de souffrances. Avec lui, le rire est redevenu fréquent dans ma vie. Nous sortions dîner, voyagions dans des villes proches, explorions de nouveaux sentiers dans les montagnes d'Annecy. Chaque jour, je me reconnectais avec moi-même, avec la Gisèle qui avait été étouffée par des années de désillusion. Ma maison, qui était autrefois le théâtre de la douleur, irradiait maintenant la joie. Le bonheur, j'ai découvert, n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de trouver la paix même face à eux. Et moi, mes amis, j'étais enfin en paix. Pensez-vous que le vrai bonheur est de se pardonner et d'avoir le courage d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive? Que la paix intérieure peut être atteinte même après de grandes tempêtes? Racontez-moi dans les commentaires votre parcours de dépassement et comment vous avez trouvé le bonheur. Malgré tout le secret que j'ai tenté de maintenir, l'histoire d'une femme âgée qui aurait mutilé son mari infidèle, puis épousé un inspecteur, n'a pas tardé à fuiter à Annecy. Cela a commencé par un murmure, puis un chuchotement, jusqu'à faire la une des journaux locaux et des émissions de radio. Moi, Gisèle Leblanc, je suis devenue le centre de l'attention, sans l'avoir jamais désiré. La première invitation pour une interview est venue d'une émission de télévision régionale. Laurent, avec son expérience du côté de la loi et des médias, m'a conseillé. « Gisèle, c'est une opportunité pour vous de raconter votre vérité, d'inspirer d'autres femmes. Mais vous n'êtes pas obligée si vous ne le voulez pas. » J'ai hésité. J'avais peur du jugement. Mais l'idée d'aider, de transformer ma douleur en quelque chose de plus grand, a prévalu. L'interview a été diffusée et à ma surprise, la réaction a été bouleversante. Des milliers de messages, de lettres, d'emails de femmes de tous âges. « Madame Gisèle, votre histoire m'a donné le courage de sortir d'une relation abusive. Ma mère souffre comme vous avez souffert, et après votre témoignage, elle cherche de l'aide. Je ne me sentais pas seule, je pensais être la seule à traverser cela. C'était une épidémie silencieuse, dont personne ne parlait. Trahison, humiliation, violences émotionnelles déguisées en amour. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, les emails remplissaient ma boîte de réception, et à chaque nouveau message, je sentais un but plus grand se former en moi. Ma douleur, d'une certaine manière, devenait la voix de nombreuses autres. J'ai commencé à répondre personnellement à toutes les lettres avec l'aide de Laurent. C'est devenu ma mission. Orienter d'autres femmes, partager les signes de danger, montrer comment se protéger des relations toxiques et des abus émotionnels. C'était un réseau de solidarité féminine qui se formait à partir de mon expérience. Une lettre en particulier m'a profondément marquée. Madame Gisèle, ma sœur était agressée par son mari, mais elle avait honte de porter plainte.
Je lui ai montré votre vidéo. Aujourd'hui, elle est en sécurité et l'agresseur est en prison. Vous lui avez sauvé la vie. Sauver des vies, c'était ce que je voulais entendre. Ma souffrance avait servi à quelque chose de grandiose. Percevez-vous comment une tragédie personnelle, aussi dévastatrice soit-elle, peut se transformer en une force puissante pour aider les autres? Comment la douleur la plus profonde peut se convertir en un but de vie? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà transformé une immense souffrance en une mission pour le bien. J'ai découvert la mienne. Si vous sentez que mon histoire est devenue un mouvement national d'autonomisation et d'espoir, laissez ce « j'aime » et partagez pour qu'il atteigne davantage de familles, davantage de femmes qui ont besoin d'orientation sur la façon de se libérer d'un cycle de douleur. Votre attitude fait la différence. En peu de temps, l'impact de mon histoire a dépassé les frontières d'Annecy. J'ai été invitée à des émissions de télévision de portée nationale, à des conférences dans des universités et même à des événements gouvernementaux. Madame Gisèle, votre voix doit être entendue partout en France, disaient les producteurs. Mon emploi du temps, qui était auparavant rempli de visites au marché et de rencontres avec des amis, incluait désormais des voyages et des engagements publics. À 70 ans, je suis devenue, à ma surprise, une conférencière. À Paris, j'ai parlé devant un amphithéâtre comble, avec des centaines de personnes, dont beaucoup de femmes les larmes aux yeux, s'identifiant à chacun de mes mots. « Madame Gisèle, vous m'avez donné une voix », a dit une dame à la fin de la conférence. « Je souffrais en silence depuis des années et votre courage m'a fait dénoncer mon agresseur. » À Marseille, une ONG de soutien aux victimes de violences domestiques m'a honorée en nommant l'une de ces maisons d'accueil de mon nom, Maison Gisèle Leblanc d'accueil. Cela m'a profondément touchée. Pouvoir offrir un refuge à des femmes qui, comme moi, avaient besoin d'un endroit sûr pour recommencer. J'ai reçu des titres de citoyenne d'honneur dans diverses villes, du nord au sud de la France. Madame Gisèle représente la force et la résilience de la femme française, a déclaré un maire dans un discours ému. Mon histoire est devenue le sujet de documentaires, d'articles dans des magazines renommés et même de pièces de théâtre. L'affaire Gisèle Leblanc est devenue un jalon dans la discussion sur la violence domestique et la trahison. Moi, une simple femme au foyer, je me suis retrouvée à lutter pour une cause plus grande, pour un pays où aucune femme n'aurait à traverser ce que j'ai vécu. La douleur, je l'ai réalisée, peut être une force motrice pour le changement, et j'utilisais ma douleur pour transformer la vie de milliers de personnes. À chaque étreinte, à chaque mot de gratitude, je sentais que chaque larme versée en valait la peine. Si vous êtes fiers de voir que ma douleur s'est transformée en un changement réel et significatif dans le pays, en un héritage d'espoir, laissez ce « j'aime ». Parce que quand on décide de transformer un traumatisme en lutte, l'impact peut être énorme. Que feriez-vous pour changer le monde autour de vous? Mais tout n'était pas qu'applaudissements et reconnaissance dans ce parcours. Être un symbole national est un poids énorme. Chaque jour, des gens venaient me voir avec leur propre tragédie, racontant des histoires de douleur, de trahison, de violence. Parfois, je me sentais épuisée, submergée d'entendre tant de douleur, tant de souffrance. Il y avait des jours où je pleurais seule chez moi, assise sur la véranda, regardant mon jardin. Pourquoi moi? Pourquoi dois-je porter la souffrance de tant de gens? Laurent, toujours censé, me rappelait « Gisèle, vous avez choisi cette mission. Vous pouvez faire une pause, vous pouvez reculer, quand vous voulez. Mais comment abandonner quand arrivaient des lettres, comme celle-ci? Madame Gisèle, mon père était en train d'être empoisonné par mon frère à cause de l'héritage. Après avoir vu votre interview, j'ai eu le courage, j'ai appelé la police et nous avons réussi à le sauver. Merci de nous avoir donné du courage. » Ou celle-ci, ma belle-mère était humiliée et volée par sa propre fille. Je lui ai montré votre histoire. Maintenant, la fille est sous enquête et ma belle-mère est en sécurité. Vous êtes un ange gardien pour nous, les personnes âgées. J'ai aussi reçu des critiques, bien sûr. Madame Gisèle n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait.
Une mère pardonne toujours. Ma réponse était toujours la même. Une mère digne de ce nom se protège elle-même et protège la société de ceux qui lui font du mal. Le pardon ne justifie pas l'impunité. Des personnes aux croyances religieuses plus strictes me disaient « Vous irez en enfer pour ce que vous avez fait à votre mari. » Et moi, d'une voix ferme, je répondais « Si j'étais morte en silence, sans me battre pour ma dignité, alors oui, je me serais sentie en enfer. » J'ai connu des histoires qui m'ont fait frissonner, des cas d'enfants qui ont agressé, volé et même tué leurs propres parents. J'ai réalisé que mon cas n'était pas une exception. C'était un schéma qui se répétait dans des milliers de familles. La différence est que j'ai eu le courage de dénoncer, de choisir la justice au lieu de protéger un lien de sang pourri. Nous avons créé, avec l'aide de Laurent et d'un groupe de bénévoles, le soutien Gisèle Leblanc, un réseau d'aide pour les femmes qui traversent des situations similaires. Nous nous réunissons une fois par mois, partageons nos expériences, pleurons ensemble, nous nous renforçons mutuellement. C'est une communauté de résilience. Madame Gisèle, le regrettez-vous ? Me demande-t-on souvent. Je regrette de ne pas m'être libérée avant, d'avoir vécu un mensonge si longtemps. Mais d'avoir fait ce que j'ai fait pour protéger ma dignité? Jamais. De ma lutte pour la justice? Jamais. Et Camille, la nièce qui m'a trahie, qui était enceinte de mon ex-mari. Sa vie, évidemment, a pris un tournant différent. Elle a donné naissance à un beau petit garçon prénommé Jean-Victor. Une ironie du destin. Moi, parfois, je pense au garçon, innocent de tout. J'ai offert une aide financière à Camille, à certains moments, mais toujours en gardant mes distances. Mon contact avec elle s'est limité à l'essentiel, médiatisé par Laurent, pour éviter davantage de friction. Elle a tenté quelques rapprochements, a pleuré, a demandé pardon, a dit qu'elle était repentante. Mais les blessures étaient trop profondes. Les marques de la double trahison étaient irréversibles. Je ne ressentais pas de haine, mais il n'y avait plus de place pour cette Camille dans ma vie. Elle a dû faire face aux conséquences de ses choix seule, avec le poids d'avoir un enfant sans père et la désapprobation d'une grande partie de la famille. Sa vie, avec Jean-Victor, a suivi un chemin de difficulté. J'ai su qu'elle travaillait dans des emplois simples, avec un salaire qui couvrait à peine les dépenses. C'est son destin. Mon objectif, comme je l'ai dit, était mon présent, mon nouveau mariage, ma mission de vie. Le bébé Jean-Victor, même s'il me rappelait le passé, était un être innocent, et je le voyais comme tel, lointain, mais sans rancune. Ma paix était plus importante que tout lien de sang. Laurent me rappelait constamment « Gisèle, vous avez une nouvelle vie, une nouvelle famille. Ne vous attachez pas à ce qui ne vous fait pas de bien. » Et il avait raison. Ma relation avec Camille, malheureusement, est devenue une cicatrice que j'ai choisi de ne pas toucher. Elle, quant à elle, n'a jamais retrouvé la même confiance ou la même présence dans la famille. Ses choix l'ont menée sur un chemin de solitude. Et moi, d'un autre côté, j'étais plus forte et plus heureuse que jamais. Si vous êtes d'accord que parfois, il faut couper les liens de sang toxiques pour préserver sa propre paix, laissez ce « j'aime ». Et dites-moi dans les commentaires, rendriez-vous visite à un enfant ou un membre de votre famille qui a tenté de détruire votre vie? Pour moi, certains liens sont irréversibles et la santé mentale est primordiale. Aujourd'hui, à 73 ans, avec Laurent à mes côtés et une vie pleine de sens, je laisse mon message final à toutes les mères, pères, épouses et maris de France qui pourraient traverser ce que j'ai vécu. Premièrement, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble anormal avec votre partenaire, votre enfant ou tout membre de votre famille, c'est probablement le cas. Ne restez pas silencieux. Deuxièmement, le lien du sang ne justifie pas tout. Un enfant qui menace, vole, agresse, trahit ses parents ne mérite pas de protection familiale au-dessus de la loi. Il mérite une dénonciation. La famille, c'est ceux qui prennent soin, qui aiment, qui soutiennent, pas ceux qui détruisent. Troisièmement,
N'ayez pas honte de dénoncer un membre de votre famille criminel. Vous n'êtes pas responsable de leur malice. Vous avez été des victimes, pas des complices. La justice est le seul chemin vers la paix intérieure et la sécurité. Quatrièmement, cherchez de l'aide juridique et émotionnelle. Protégez vos testaments, installez des caméras, documentez les menaces, consultez des thérapeutes. La protection préventive peut sauver des vies. N'attendez pas de devenir une statistique. Cinquièmement, créez votre réseau de soutien. Voisins, amis, famille proche, groupe de soutien. La violence domestique et familiale prospère dans le silence. Brisez le silence avant qu'il ne soit trop tard. Pour les enfants qui écoutent, respectez vos parents. Ils vous ont donné la vie, l'éducation, l'amour. L'héritage n'est pas un droit automatique. C'est une reconnaissance pour une affection authentique et une vie de dévouement. Pour la société, faites attention aux personnes âgées autour de vous. Un voisin blessé, un parent isolé, une personne effrayée peuvent être agressées ou exploitées. Votre dénonciation peut sauver des vies. Mon histoire se termine ici comme un récit, mais ma lutte continue. Tant qu'il y aura trahison, tant qu'il y aura violence, tant qu'il y aura quelqu'un qui souffre en silence, je serai là, orientant, dénonçant, inspirant. Jean-Pierre a essayé de me détruire, mais au final, c'est lui qui a été détruit par ses propres choix. Aujourd'hui, il n'est plus là, et je suis libre, forte, aidant d'autres familles à se relever. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime, partagez avec vos contacts, commentez. Votre action peut atteindre la bonne personne au bon moment. Elle peut sauver une vie. Je suis Gisèle Leblanc. J'ai survécu à la trahison la plus profonde et à la douleur la plus intense. J'ai choisi la justice au lieu du conformisme et je ne le regrette pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et que la paix soit avec vous tous.